on commence avec notre conférence de ce soir sur la réforme de l'OMS qui sera présentée par Senta de Puit, qui est journaliste, qui a un diplôme en communication et qui, pour moi, est surtout journaliste investigatif de très haut niveau. Moi, je l'ai connu pour la première fois personnellement le 11 et le 12 février de cette année lors de ces 2 journées de conférence que le collectif Vrijleven avait organisées. Et j'étais convaincu tout de suite qu'il fallait la réinviter parce qu'à mon avis, elle est une des meilleures spécialistes sur toutes les questions concernant l'OMS et d'autres institutions internationales relatives à des problèmes de santé, surtout les problèmes de santé qu'on appelle pandémie, appelés pandémie. Et j'avais lu des articles, avant de la connaître personnellement ici en février, j'avais lu des articles qu'elle avait publiés, pas uniquement sur son site, mais surtout dans la magazine francophone qui s'appelle Nexus. Et ces articles, depuis 3, 4, 5 ans, que je lis régulièrement, cette revue, je ne peux que vous la recommander pour son indépendance, pour les informations que vous y trouvez, pour les recherches scientifiques très sérieuses qui sont faites dans ce magazine, à côté de ton site, que je recommande aussi d'abonner. Mais donc, elle a été là et j'étais convaincu qu'il fallait inviter une personne compétente sur toutes ces questions autour de la soi-disant réforme de l'OMS. Mais avant de passer à la conférence elle-même, je voudrais vous dire quand même qu'après cette conférence du 11-12 février 2023, notre comité, le collectif Vrijleven, qui a organisé cette conférence ensemble avec l'association Vigilance Citoyenne, nous avons continué à travailler sur tous ces sujets concernant la pandémie dite Covid-19 et nous avons continué à travailler dessus, à analyser, à communiquer sur un certain nombre de problèmes. Par exemple, les effets secondaires, l'histoire des effets secondaires, toujours minimisés par les autorités officielles. Un autre problème, les tests PCR, où nous avons travaillé aussi dessus et où nous allons communiquer très bientôt sur ce que nous avons constaté au Luxembourg entre les tests faits dans les hôpitaux, dans les tentes d'un côté et d'un autre côté, le laboratoire, les résultats du laboratoire national de la santé. Et puis, il y a toutes les questions juridiques qui se posent dans ces contextes. Et nous avons travaillé dessus depuis 2-3 mois. Et nous allons continuer dans cette voie. Et vous savez, qu'après les élections communales qu'il y a eu maintenant, il y a 10 jours à peu près, qui pour nous n'étaient pas très essentiel parce qu'il s'agit d'un problème national et européen et international. Donc, nous serons plus portés pour intervenir lors de la campagne pour les élections nationales en octobre et pour les élections européennes l'année prochaine en juin, si je me trompe. Donc là, on va faire des questionnaires très précis à tous les candidats et à toutes les formations politiques qui concourent le 8 octobre pour les élections nationales et même chose pour les élections européennes. Et nous exigerons dans ces questionnaires très précis, nous exigerons des réponses très précises à nos questions. Nous voulons savoir pourquoi les partis politiques luxembourgeois, tel ou tel parti, ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils étaient au gouvernement ou dans l'opposition et pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils ont communiqué dans un même sens, unilatéral, pandémie, peur, panique, le virus et tous en étant en danger mortel.
C'était le narratif officiel que nous avons contesté et que nous continuerons à contester jusqu'il y ait enfin une véritable analyse de tout ce qui a été fait. Et après cette analyse, on pourra discuter alors des projets futurs de ces partis politiques pour l'avenir du Luxembourg en matière sanitaire, en matière aussi surtout démocratique. Parce que ce que nous avons vécu n'était pas seulement une crise sanitaire, c'était surtout une crise de la démocratie et de la liberté qui s'est faite pendant ces 3 années qui sont passées. Et nous voulons savoir enfin pourquoi tous les partis politiques, ou presque, ont été conformes dans un même sens, unilatéral, et pas seulement les partis politiques, mais aussi les médias. Les médias qui, soi-disant, auparavant étaient critiques par rapport au gouvernement, etc. Pendant cette pandémie, plus de critiques du tout. Tous sont marchés dans le même sens. Ce qui est blâmable, ce qui est répréhensible, surtout si on voit que tous ces médias luxembourgeois sont financés en partie par l'aide publique, par l'aide étatique à la presse. Donc, tout ça va rester en discussion et maintenant, je vais passer la parole à Senta Dupuit parce que ce qui est en train de se tramer derrière les coulisses depuis à peu près 1 an, ça doit faire 1 an et demi au moins, c'est qu'on voudrait, les élites économiques, financières et politiques veulent donner encore plus de poids à cette institution OMS qui, vous le savez certainement, n'est pas une institution publique, mais une institution surtout publique-privée, où le privé domine à peu près à 80% des finances, des financements. Et donc, si cette réforme doit se faire dans le sens qu'ils veulent, ces élites financières et politiques, alors la démocratie va en souffrir, je peux vous le garantir, et le sens de cette conférence, c'est surtout de mobiliser les gens, de réveiller les gens, de ne pas se laisser faire, de s'opposer à tout ce qui est en train de se faire, pas seulement au Luxembourg, mais dans tous les pays. D'ailleurs, il y a des pétitions qui se sont levées dans beaucoup de pays pour s'opposer à cette réforme de l'OMS. Mais maintenant, je vais donner la parole à Senta Dupuit, qui, à mon avis, est vraiment la personne qui va nous en parler de manière convaincante et détaillée. Merci beaucoup. Et après, vous aurez la possibilité de discuter, de poser des questions et de discuter. Voilà, merci. Ah, vous m'entendez? Oui. Je parle moins fort. Ah, comme ça. Ah, mais il faut que... Vous ne me voyez pas? Vous ne voyez pas l'écran? Ah, ça, je ne sais pas. Comme ça, c'est mieux? Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à Frère Lieven. Je pense qu'on est sur les mêmes sujets. Ça fait quelques années qu'on sent un peu tout ça arriver. Et donc effectivement, la conférence que je vais faire ce soir, c'est vraiment un vaste sujet que cette espèce de coup d'État mondial que Robert Kennedy Jr. a dénoncé à Berlin au début de la pandémie et qui vise très clairement un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Les dirigeants mondiaux eux-mêmes n'ont pas peur d'en parler. Ils font des World Government Summit, ils appellent un gouvernement mondial unique, donc n'ayons pas peur de reprendre les termes nous-mêmes. Pour moi, l'OMS, c'est vraiment l'OMS et ces 2 traités, c'est vraiment le cheval de Troie. C'est-à-dire de ce nouveau gouvernement mondial par la santé. C'est la porte d'entrée, en tout cas la principale, on va dire, pour y arriver. Donc il y a déjà effectivement une première conférence en janvier.
Depuis lors, la conférence a été enregistrée, donc il y a encore moyen sur mon site et je pense aussi sur le site de Vrijleven, il y a encore moyen de la revoir. Donc je ne vais pas reprendre exactement les mêmes éléments, bien sûr, je vais faire un très rapide récapitulatif. Et j'ai aussi plusieurs articles que j'ai déjà publiés, que je vous invite à consulter sur mon site. Donc là, bah oui, toujours le petit rappel du fait que j'avais eu l'occasion de publier un article en mars 2019 qui exposait déjà beaucoup d'éléments on va dire qu'on voyait une certaine mise en place de ce coup d'État mondial possible. Donc c'est devenu la prophétie Nexus parce qu'on y retrouvait les passes sanitaires, les financements, voilà, les vaccins ARN, etc. Donc on y retrouvait déjà beaucoup d'éléments. Voilà, ça c'est des articles. Je pense qu'après la présentation, j'imagine qu'il y aura moyen que vous ayez les PDF. En tout cas, moi je vais republier un article après cette conférence. Mais donc ça, ce sont des articles où il y a certains points dont on parlera aujourd'hui qui sont développés. Notamment, il y a un article où je développe plus le concept de la santé globale. Aujourd'hui, on appelle ça aussi une seule santé. Et puis récemment, il y a le pass sanitaire et les nominations pour lier le thème de la santé à d'autres thématiques, notamment le climat. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur la lettre de Senta. C'est une lettre sur Substack, elle est gratuite, donc l'adresse est là. Et je remercie il y a bientôt 3000 contributeurs, enfin non, il y a bientôt 3000 inscrits et bientôt 50 contributeurs payants. Voilà. Donc je vous invite à la partager et à me soutenir. Merci. Alors, donc voilà. Vous connaissez déjà ce qui s'est passé, hein, donc ça c'est vraiment le préambule, c'est-à-dire que sous couvert de réponse à l'urgence sanitaire, il y a vraiment eu un coup d'État mondial sur la démocratie et malheureusement, nous ne revenons pas à la situation d'avant la pandémie. Bon, je crois que c'est clair. Donc, pour le rappeler, il y a environ 6 mois, fin novembre, on a assisté à un World Government Summit, donc c'est un sommet G20, hein, Macron à Bali. Macron l'a encore répété, comme je viens de vous le dire, nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial unique. Lors de ce G20, ils ont aussi pris une décision, notamment celle du pass sanitaire. Donc on va dire que les riches et puissants se sont engagés à mettre ce gouvernement mondial en place à travers l'agenda de la santé et les propositions de l'OMS. Donc, quelles ont été les étapes principales ? En 2020, ce qui a donné vraiment le coup d'accélérateur, ça a été ce qu'ils ont appelé l'acte accélérateur, c'est-à-dire ce moment où on a vu à la fois tous les dirigeants reprendre les mêmes slogans en chœur, se mettre tous d'accord sur des mesures à prendre entre guillemets, dans le cadre de l'urgence sanitaire, qui était tout à fait contraire à tous les plans nationaux préexistants. Vous vous souvenez tout ça, aplatir la courbe, tous ensemble, Build Back Better, etc. Donc c'était aussi tous les acteurs, à la fois les dirigeants nationaux et les acteurs du Forum économique mondial, hein, les Young Global Leaders. Et ils ont fait ça à travers ce qu'on a appelé l'acte accélérateur, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour dire « Ok, il va falloir légiférer en urgence ». C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne et des différents pays partenaires. On a vu avec des commissions d'experts et puis des gouvernements qui prenaient des décisions plus ou moins en solo, en conseil des ministres restreint, etc., sans passer par les parlements. Je crois que je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. Donc, quelles sont les différentes pièces du puzzle qui se sont vite assemblées dans cet agenda ? Il y a ce qu'on appelle les CBDC, hein, donc la monnaie centrale des banques centrales, la monnaie des banques centrales. ID 2020, c'est l'agenda pour tout centraliser sur une carte d'identité ou un instrument de type portefeuille numérique, hein. Donc on sait bien que le pass sanitaire est le premier élément,
de ce portefeuille. Voilà. Et puis on a vu le contrôle Internet, la censure et petit à petit la mainmise sur les autres aspects de la vie sociale et économique. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'une certaine manière, pour moi, le gouvernement mondial, il existe déjà, c'est-à-dire que c'est un gouvernement mondial des cartels, mais qui ne s'est pas encore officialisé. Sinon, plus de 190 pays n'auraient pas pu ensemble prendre toutes ces décisions en un mois de temps. D'accord ? Donc c'est clair, maintenant on sait qu'il y a les grands acteurs, on les connaît, on vient de les citer. Au niveau financier, on sait qu'il y a 3 groupes, Vanguard, BlackRock, détiennent à peu près tout. Il y a cet agenda 2030 qui est proposé avec toutes les solutions qui sonnent très bien sur papier, mais qui en fait passent toutes par des mécanismes de centralisation, et où le Forum économique mondial entend finalement gouverner chaque aspect de la vie, non seulement des États, des nations, mais aussi des individus. Alors, le 75e, je peux le dire 75 ici, oui. La 75e Assemblée mondiale de l'OMS, elle a eu lieu l'an dernier, en mai 2022. Et là, on a proposé pour la première fois l'idée d'avoir un traité pandémie, dont on va parler aujourd'hui. Il y a eu, à ce moment-là, il y avait déjà en cours une révision de ce qu'on appelle aussi le règlement sanitaire international. Et donc ça, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même 2 instruments. Cette espèce de mainmise, on va dire, sur les gouvernements se passe sur 2 voies parallèles, qui sont un petit peu différentes, mais qui convergent. Si vous vous souvenez, il y a eu exactement à ce moment-là, il y a eu une tentative en fait de passer déjà en vitesse par rapport au règlement sanitaire international avec la variole du singe, l'incident de la variole du singe. Donc, comme par hasard, il s'est déroulé juste au moment des négociations de l'Assemblée de la Santé en mai 2022. Heureusement, ça n'a pas marché. Ça a été bloqué, notamment par les pays africains, le Brésil, qui était à l'époque, c'était pas Lula, c'était encore Bolsonaro, l'Inde en partie, ça dépend, voilà. Je pense que il y a clairement vraiment aussi un agenda vraiment politique derrière et géopolitique. Et donc voilà, ça c'est, si vous voulez, il y a eu un International Negotiating Body qui s'est créé à ce moment-là, qui était on va dire le groupe censé négocier ce début de traité pandémie. Alors donc, maintenant on arrive à 2 instruments pandémiques, là je vais détailler. Donc on a la modification du règlement sanitaire international de 2005, qui a été lancé déjà avant la pandémie, en 2018. Je pense qu'ils auraient vraiment bien voulu arriver à une signature, soit en 2022, soit en 2023. Ça n'a pas marché. Et il y a ce qui est tout à fait, on va dire, un instrument à partir de zéro, qui est donc ce qu'on appelait le traité pandémie, mais qui maintenant a changé de nom, de forme, qui est l'instrument, on va dire, qui doit répondre spécifiquement aux urgences sanitaires, qui a été lancé donc l'idée en 2021 et puis à l'Assemblée mondiale de la santé en 2022. J'ai pris ces 2 couleurs parce que, en fait, comme c'est un peu... Il faut assez bien se concentrer entre les 2 instruments parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc chaque fois que vous voyez qu'au-dessus les titres sont en rose, on parle du RSI, du Règlement sanitaire international, et en vert, ce sera la partie où on parle du traité. Donc voilà. L'objectif actuellement, c'est que ces 2 instruments puissent être adoptés l'année prochaine, en 2024, mai 2024, donc lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé. Pour le règlement sanitaire international, en fait, il suffit juste que les délégués se mettent d'accord. Donc il n'y a pas de ratification en principe nécessaire à discuter, à revoir. Parce que je pense que si on passe d'un instrument qui normalement émettait des recommandations à un instrument
qui va peut-être devenir contraignant, ça demanderait des ratifications, mais là on demandera tout à l'heure à Maître Radour ce qu'il en pense, voilà. Mais a priori, on va dire, ça ne doit pas être approuvé par les pays, donc pour eux c'est beaucoup plus facile, c'est entre guillemets la voie rapide. Et puis il y a le traité proprement dit, ou plutôt ce qu'ils appellent le WHO, donc WHO pour l'OMS, World Health Organization, Convention, Agreement, avec le plus, un plus veut dire les protocoles. Et la raison pour laquelle ce ne sera donc pas un traité, c'est qu'en général dans un traité on a un texte qui est assez, on va dire, fixe et structuré, et qui doit ensuite être ratifié par les États, qui est, je pense, plus contraignant. Mais là, de nouveau, ça appartient aux juristes d'approfondir la question. Mais ici, en fait, il s'agit, l'idée pour eux, c'est d'aller vers une sorte, ce qu'on appelle chez nous aussi des accords cadres, auxquels alors on rajoute au fur et à mesure, au bon gré des circonstances, on va dire, des protocoles. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus mouvant et dont probablement l'objectif est de faire, c'est-à-dire que les États s'engagent à adopter, reproduire, mettre en œuvre dans des législations nationales, plutôt que de dire voilà c'est le traité, l'accord international qu'il faut. Les États vont s'engager éventuellement pour ne pas officiellement se départir de leur souveraineté à transposer dans les législations nationales les engagements qu'ils prendront dans le cadre de cet accord. Bon, c'est comme ça que j'ai compris pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre mai 2022 et mai 2023, donc pour le fameux dit traité il y a eu en fait toute une série de textes et de négociations, et qu'aujourd'hui, on va dire, on peut mettre de côté. Il y a un nouveau texte qui est sorti après l'assemblée du mois de mai, la 76e assemblée, dont on va parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des amendements ? Donc là, je vous parle entre mai dernier et entre mai 2022 et mai 2023, parce qu'il y a quand même des amendements qui avaient déjà été pris l'année dernière. Donc les amendements, les principaux, on va dire, les plus ennuyeux, c'est de passer à des recommandations qui deviennent alors contraignantes. C'est plus des recommandations, les textes deviennent contraignants. L'adoption du pass sanitaire avait déjà été mentionnée dans ce RSI. La suppression des provisions de l'article 3, qui sont en fait une référence directe au respect de la dignité humaine et des libertés fondamentales. Le renforcement du directeur de l'OMS, c'est une constante dans non seulement tous les textes de santé, mais toutes les politiques de santé, absolument toutes, de A à Z, et dans toutes les politiques, on va dire, internationales. Le premier point, le tout premier point, c'est toujours le renforcement du leadership. Que ce soit la santé mentale, la santé sexuelle, n'importe. C'est le tout premier point, c'est le renforcement du leadership. Je pense que quand même, ça devrait nous dire quelque chose sur leurs intentions. Donc la possibilité d'imposer, que l'OMS soit vraiment un organisme qui puisse imposer des mesures aux États. On y retrouve un point qui revient de manière récurrente et qui est central, qui est le développement, la mise en place, la gestion d'un réseau vraiment international de laboratoires. Des laboratoires à la fois de tests et des laboratoires aussi donc tests comme les tests PCR, les tests, etc., mais pour tester les eaux, les laboratoires pour trouver les agents pathogènes, etc. Ça, c'est vrai, les laboratoires pour tester les vaccins, les mesures, entre guillemets, de réponse aux pandémies. Donc il y a vraiment un très gros morceau qui concerne cet aspect-là. Il y a aussi tout le volet surveillance, obligation de collecte des données, de réseau de surveillance, d'infrastructures, de croisement des banques de données, etc. Et la possibilité de déclarer, donc on adore ce mot, les fakes, ça se dit en anglais, un Public Health Emergency of International Concern, donc si vous voulez des pandémies, mais potentielles, c'est-à-dire de plonger le monde en alerte
au cas où, on a tout à coup trouvé un agent qui pourrait être pathogène. Donc voilà, c'est un peu comme si moi je vous disais, attention, là, on a construit un escalier, vous pourriez tomber, il va falloir prendre une assurance. Mais c'est vraiment de ça qu'on parle. Donc voilà, en fait, il y a aussi un point, et on le sent, on le lit plus loin dans les textes, ils ont vraiment voulu passer, c'est notamment sur ces points-là qu'ils ont voulu passer en urgence l'an dernier, avec l'histoire de la variole absolument ridicule de la variole du singe. Souvenons-nous que Tedros avait déclaré cette urgence sanitaire autour de la variole du singe, on va dire, malgré, en dépit de l'avis contraire du comité d'experts, déjà de l'OMS. Donc, je veux dire, c'est vraiment un pouvoir dictatorial, quoi. Donc là, on sent bien qu'en fait, il y a un petit groupe qui tient tout le bazar. Alors, il y a eu pas mal de discussions. Effectivement, il y a une série de pays et d'experts, je pense. Alors, on ne sait pas très bien lesquels. Hein. Bon, tout ça reste quand même assez secret. Mais qui se sont opposés à plusieurs de ces révisions, on va dire, de ces amendements. Notamment par rapport à l'article 3, donc les libertés fondamentales, par rapport au rôle renforcé, dictatorial du directeur de l'OMS, par rapport au passeport sanitaire, etc. Et donc, il y a une déclaration qui a été faite en disant oui, on a bien compris, c'est vrai, ok, il y a un petit problème de souveraineté, on entend vos inquiétudes, on va revoir la copie. Donc, le 2 février de cette année 2023, il y a eu une déclaration d'un comité d'évaluation, on va dire, qui a estimé que certaines des mesures empiétaient sur la souveraineté et que le règlement sanitaire devait rester un organe plutôt qui faisait des recommandations consultatives que vraiment un texte contraignant. Donc, il y a une petite première bataille, je pense, qui a été gagnée, c'est petite première, c'est-à-dire que ça n'a en tout cas pas été voté, les amendements n'ont pas été votés en mai, et je pense que, bon voilà, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont abandonné, ni qu'il n'y a pas des problèmes avec l'autre instrument. Donc, c'est juste partie remise. Bon, voilà, on fait notre travail, on va dire. Alors, qu'en est-il maintenant du règlement sanitaire international à partir du mois de juin de cette année, donc après la 76e Assemblée mondiale de la santé. Donc il y a actuellement un dossier qui est consultable et qui est une compilation qui a été, c'est toujours la même, donc et cette compilation du 6 février. En gros, ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau texte qui a été déposé après l'Assemblée de la santé au mois de mai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il y a environ 200 amendements, je pense qu'ils font 300 pages ou l'inverse, 200 pages avec 300 amendements. Et on ne saura probablement rien avant janvier 2024. Donc c'est toujours le même truc, hein, janvier 2024, ils vont déposer une nouvelle version. Le temps qu'on commence à éplucher le truc, on est déjà au mois de mars, et puis voilà, tout à coup c'est mai. Tout se passe dans la plus grande opacité. Donc c'est pour ça que c'est important, même si c'est un peu rébarbatif, parce que c'est quand même, bon voilà, c'est des textes de loi, on n'a pas trop envie de les lire. Hein, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour chacun de se pencher là-dedans et de saisir les éléments importants pour qu'on en parle avant de nouveau mis devant ces techniques qu'on voit tout le temps maintenant du fait accompli et de la dernière minute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la 76e Assemblée mondiale de la santé cette année ? Donc là, je vais vous donner juste quelques impressions pour qu'on voit un peu, qu'on comprenne un peu la température. Donc, dans l'introduction générale, il a été dit que la mission, je cite l'OMS, la mission qui nous a été confiée par les Nations Unies de veiller à la santé des citoyens du monde nous impose de nous attaquer aux déterminants sociaux, économiques et politiques de la santé sous tous leurs aspects. En gros, ça veut dire
l'OMS va s'occuper de tout. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. Dans le discours de Tedros, les priorités, alors d'abord ça reste la menace, the threat, toutes les diverses menaces qui pèsent sur la santé, la communication, les menaces, la préparation aux menaces, enfin, il n'y a plus que les menaces. Et il nous dit clairement, we will have another pandemic, nous aurons une autre pandémie, c'est certain, je veux dire, il n'y a pas le choix. Un deuxième terme qui apparaît aujourd'hui dans le discours, c'est le terme de polycrise. Donc il va y avoir la crise climatique, les crises énergétiques, les crises sur la nourriture, etc. Et donc l'OMS entend, on va dire, interférer dans tous ces domaines. Donc par exemple, on peut tout à fait imaginer les confinements pour raison d'urgence climatique, le confinement carbone, ce genre de choses. Oui, non, mais ça peut aller très très loin. Aussi, ou tout simplement, par exemple, toute une série de mesures qui pourraient être prises selon la température. Voilà. Si la température augmente de autant de degrés, attention, urgence, etc. Et donc, voilà, l'OMS l'a dit, il va falloir, j'en sais rien, se vacciner pour telle maladie qui pourrait connaître une résurgence, ou... Enfin, ils sont capables d'inventer absolument n'importe quoi, et c'est dans les cartons, croyez-moi. L'impact sur la santé mentale, donc là, 2023, c'était l'année de la santé mentale. Il y a une priorité, un focus à la fois sur les soignants. Oui, les pauvres soignants, ils n'ont pas eu de chance, ils ont vraiment eu très difficile à survivre à la pandémie. Bon, là, pour une fois, on est d'accord. Donc il va falloir les encadrer, les former, prendre des mesures spécifiques pour leur sécurité, leur santé. Donc vous voyez, la vaccination peut-être. Et les jeunes. La santé mentale des jeunes, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, on est à 1 jeune sur 10 qui est suicidaire en Europe. À côté de ça, il y a aussi des problèmes liés à l'autisme, par exemple. Ça, je ne sais pas si l'OMS, enfin plutôt comment l'OMS compte s'y attaquer. Mais juste pour vous donner un chiffre, puisque c'est un de mes thèmes, aux États-Unis, on a affaire à un diagnostic d'autisme sur 36 chez les enfants. Et en Californie, ils ont passé une loi qui s'appelle SB 277 pour supprimer ce qu'ils appelaient les exemptions pour motifs religieux. C'est-à-dire on a retiré en fait, les possibilités d'échapper à la vaccination. Ben, le chiffre a grimpé en flèche depuis, et c'est un enfant sur 27. Voilà. Et ça, 1 sur 27. Et ça, c'est pour les enfants de 8 ans, sachant qu'en fait, le chiffre doit être plus élevé que ça, puisqu'on a déjà les premiers diagnostics vers 3-4 ans. Donc les priorités, mais les priorités de l'agenda, ça va être de marier l'agenda de l'OMS à celui du Forum économique mondial, celui du climat, tout ce qui concerne le monde animal, l'agriculture, l'énergie, etc. En fait, tout. Dans les grands programmes, il y aura The Big Catch-up, c'est-à-dire le grand rattrapage de la vaccination, et en particulier la vaccination des enfants, à savoir que, effet, on va dire, de la pandémie, à la fois dû au fait que les gens, pendant un moment, se sont moins déplacés puisqu'ils étaient confinés, mais aussi dû à un manque de confiance en la vaccination, étant donné la pression qu'on a mis pour se faire vacciner, y compris sur les enfants qu'on n'avait pas besoin. Les taux de vaccination, donc de toutes les vaccinations pédiatriques, ou par exemple le garde d'asile, etc., les taux de vaccination ont baissé. Et donc là, il y a un grand projet pour lequel ils ont notamment nommé Chelsea Clinton, la fille de Clinton, comme ambassadrice pour, on va dire, motiver les gens à se faire vacciner. Le paquet va surtout être sur l'Afrique. Donc les deux, je vais dire, catégories cibles de l'OMS, ça va être les enfants et l'Afrique en ce moment. Donc il y a aussi, comment est-ce que tout ça va se mettre en place? Ça va être donc le grand objectif, c'est la couverture universelle. Alors la couverture de santé universelle, nous on se dit c'est bien. Enfin, a priori, on dit oui, il faut que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé, un médecin, des nouveaux hôpitaux, etc. C'est vrai.
l'accès à des médicaments quand même. Ici, en fait, couverture universelle, c'est une couverture au niveau des assurances. C'est-à-dire que l'assurance santé, une fois qu'elle sera couplée, à mon avis, au passeport vaccinal, le portefeuille numérique, etc., enfin l'instrument de contrôle, quelle que soit la forme qu'ils prennent, va conditionner finalement nos comportements. Parce que, évidemment, vous n'allez pas arrêter de manger du sucre, on va augmenter les prix de votre assurance, ou vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus d'assurance, enfin, toutes les variantes sont permises, évidemment. Et bien entendu, lever des finances et des taxes pour la santé globale. Donc là, on va voir toute une série de taxes apparaître pour tous ceux qui bénéficient en fait du programme de la santé unique, la santé globale. Donc voilà, vous êtes dans le secteur des tourismes, des transports, de l'ORECA, etc. Vous bénéficiez de, par exemple, la mise en place de l'agenda, du passeport sanitaire. Donc il faudra payer une petite contribution. Voilà. Et tout ça va se mettre en place comment? Eh bien, par la gouvernance agile. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est extraordinaire. Agile Governance. C'est un terme qui a été inventé par le Forum économique mondial. Et en fait, j'ai décidé de publier demain matin, je pense, je publierai un texte là-dessus pour qu'on comprenne mieux. Mais en gros, la gouvernance agile, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit tout simplement de se départir du législatif. C'est-à-dire, soyons simples, résumons les faits. Donc c'est la gouvernance par l'urgence, le provisoire et le fait accompli. Ah, tiens, il y a un problème, oulala, c'est urgent. Écoutez, on a peut-être une solution technique à proposer, on va la tester, c'est provisoire. Ah, tiens, on a des super résultats, ça marche, c'est adopté. Vous n'avez plus qu'à légiférer pour mettre ça en place. Voilà. Et puis en attendant, on a fait ça avec des fonds privés, ça vous n'avez pas à vous plaindre. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à les financer avec du capital, avec des taxes. Donc ça, c'est ce que j'ai compris, moi, de la gouvernance agile. Bien sûr, il y a un vocabulaire plus joli pour le dire, mais c'est à ça que ça revient. Et alors, on voit très souvent aussi le mot audacieux dans beaucoup de pays, etc. Dans beaucoup de textes, on voit bold. Donc, ils veulent quelque chose de fort. On y va franco, fort, contraignant. Voilà. Le ton est donné. Quelques observations parmi les déclarations des différents pays qui sont exprimés à l'Assemblée. L'Allemagne, pourquoi l'Allemagne? C'est quand même le premier contributeur de l'OMS. Donc l'Allemagne demande à augmenter les financements de manière générale, les financements spécifiques aussi, c'est-à-dire les financements où un pays dit voilà, moi je vais financer telle partie de l'agenda, je sais pas moi, le pass sanitaire, la production des vaccins, quels que soient les différents programmes. L'Allemagne appelle aussi à mettre l'accent, on va dire, sur la vaccination des enfants. Et bien sûr, le climat. Donc, il y aura la COP 2028, la COP 28, la prochaine COP sur le climat il y aura une grande journée, on va dire, pour la santé, l'agenda du climate health, l'agenda de la santé liée au climat. Et donc, pour ça, le directeur de l'OMS a nommé une autre ambassadrice spéciale. On avait déjà une envoyée spéciale avec Chelsea Clinton. Pas la peine de parler de la famille Clinton aujourd'hui, mais bon, enfin, si vous êtes un peu informés, je pense qu'ils mériteraient tous d'être en prison. Donc maintenant, il a désigné Vanessa Kerry, médecin, docteur Vanessa Kerry, la fille de John Kerry, le monsieur climat du gouvernement Biden, ancien candidat au présidentiel, pour justement aller, on va dire, soutenir cette union, ce mariage entre l'OMS et la COP. Et probablement surtout pour pouvoir être l'agent de négociation au haut niveau de toutes les négociations qui vont se faire entre les États-Unis. On sent quand même très très fort derrière tout ça l'État profond américain. Voilà. Et les différents, comment on va se répartir le gâteau avec les différents acteurs, je pense.
Le Japon a insisté sur le fait qu'il y a eu une réunion de l'OMS, un accord d'Hiroshima où ils ont promis, on va dire, il y a eu une promesse de 48 milliards qui a donc été levée par les financements publics-privés dans le cadre de cette fameuse santé globale. Le Japon s'est aussi lancé dans des condamnations contre la Russie et un soutien ouvert à l'Ukraine. Je précise qu'il faisait partie, le Japon envoyait des avions, c'est un petit peu hors sujet, mais enfin, dans les grands exercices militaires de l'OTAN qui ont lieu en ce moment avec les 25 pays de l'OTAN. Donc moi je trouve ça inquiétant. Si le Japon commence à envoyer ses avions en Europe, bon, c'est qu'il faut être vigilant, on va dire. Voilà, donc on condamne la Chine, louer Taïwan. En fait, il y a eu beaucoup de déclarations, on va dire aussi, qui sortent un peu du domaine de la santé et qui ont concerné Palestine, Israël, Chine, Taïwan, Russie, Ukraine, etc. Certains pays ont mis l'accent sur la santé mentale. Beaucoup de pays ont loué toute l'action qui avait été faite. Le leadership de l'OMS donc, appelle vraiment leur propre nation à s'en remettre au leadership de l'OMS, appelle l'OMS à prendre un rôle directif et centralisateur. Plusieurs ont parlé des droits, l'agenda entre guillemets, des droits sexuels, reproductifs, etc. Notamment le droit à l'avortement, l'affirmation de genre, l'éducation sexuelle. Le Brésil is back, exit Bolsonaro, retour de Lula, a loué la gouvernance agile, le développement des nouvelles technologies et demande, et ça c'est plusieurs pays qui ont des nations indigènes, demande aussi à ce qu'il y ait des programmes spécifiques pour les nations indigènes. Je n'ai pas plus d'informations, je ne sais pas en quoi ça concerne, mais voilà. Bon, je ne les cite pas tous parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ce qui se passe en réalité, alors il y a moyen de voir les différentes vidéos des sessions, des débats de l'OMS, mais en réalité, les négociations se font surtout avec le bureau et à huis clos, on va dire. Donc en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le bureau de l'OMS avance avec les agences internationales onusiennes et autres, les partenariats publics-privés, le G20, etc., dans ce style que je viens d'expliquer de gouvernance agile. Et le meilleur exemple dont on va parler tout à l'heure, c'est le pass sanitaire, la manière dont ils ont réussi à faire passer. Je l'avais dit, je ne sais pas si ceux qui étaient là en janvier ou en février, quand on a fait je l'avais dit, à mon avis, la seule chose qu'ils vont réussir à faire passer, mais ça ils y tiennent mordicus, c'est le pass sanitaire d'une façon ou d'une autre. Et ben on y est. Alors, intéressant, pour en terminer sur ce bureau de l'OMS, le bureau de Tedros spécifiquement, a fait entrer 10 membres supplémentaires dans le bureau de l'OMS. Je vous les cite là, le Togo, le Lesotho, les Comores, le Cameroun, donc ça fait pas mal de pays africains. On voit bien qu'il y a un focus sur l'Afrique et qu'il a besoin, c'est quand même pas des pays, c'est des petits pays, hein. Bon, le Cameroun un peu plus, mais c'est voilà. Donc on va dire que en gros c'est des votes qui lui sont acquis, probablement pour faire passer ces décisions sur l'Afrique. Il y a aussi alors, les Barbades. Là on peut penser plutôt à l'intérêt d'avoir un paradis fiscal pour faire des opérations offshore. L'Australie, la Suisse, l'Ukraine et la Corée du Nord. Donc moi je pense qu'au moment où on est en train de discuter d'un traité qui attaque la souveraineté, faire entrer la Corée du Nord dans le bureau de l'OMS, ça sent pas bon. Donc moi je pense, enfin, vu comme ça, my guess, j'imagine que c'est pour pouvoir avoir les coups des franges dans les votes, avoir une majorité qui lui sera acquise. Dans des votes évidemment, on va dire, antidémocratiques. Surprise, le pass sanitaire mondial. Donc, malgré le fait qu'en avril 2021, l'OMS avait déclaré qu'un pass sanitaire n'était pas souhaitable,
de temps en temps, il y a une petite déclaration comme ça qui fait semblant d'entretenir l'idée des droits de l'homme, voilà, vous savez, hein, c'est un peu, je pense, enfin à mon avis, c'est ce qu'on appelle good cop, bad cop, le bon flic, mauvais flic. De temps en temps, on fait des déclarations de principe, et puis après on dit « Ah, c'est dommage, on n'a pas eu le choix, mais bon, c'était les gens qui voulaient, hein, ceux qui avaient peur. » Donc ça tient un peu de ça. Donc le 5 juin, Stella Kyriakides, qui est la commissaire européenne à la santé, eh bien, a annoncé en grande pompe, là tout à coup surprise, l'adoption par l'OMS du pass sanitaire, c'est-à-dire du certificat européen au niveau mondial. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir qu'elle a fait ça dans son coin. Hein. Et donc, en tant que, dans sa déclaration, elle dit « En tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, l'OMS est le meilleur partenaire pour faire progresser les travaux voilà, que nous avons entamés au sein de l'UE, etc. » Donc, c'est autorité directrice et coordinatrice. Tout le monde vient en disant « Mon Dieu, voilà, il faut absolument que l'OMS... » Il y a cette espèce de positionnement de l'OMS comme une autorité supranationale dont on attend les miracles. Juste dans la foulée, donc, il y a évidemment une proposition de recommandation au Conseil européen de dire « Ah ben voilà, maintenant, parce que, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, le pass sanitaire avait pour mission, il a été renouvelé une première fois l'année dernière, et normalement, il était provisoire, et il devait se terminer, voilà, fin juin, 30 juin 2023. Donc là, tout à coup, on a dit, bah, écoutez, c'est fini au niveau européen, mais l'OMS a trouvé qu'en fait c'était un super instrument, et donc ils l'ont adopté au niveau, comme instrument à proposer au niveau international. Et donc voilà, on est très content, on trouve que c'est une très bonne idée, et on n'a plus qu'à l'approuver. Selon une réaction intéressante de Michel Rivasi, les États membres ont pourtant refusé que la Commission les représente au sein de l'OMS. Donc on a bien vu, maintenant cette technique, comme bien connue avec Ursula von der Leyen, il y a une personne, voilà, Bourla négocie avec von der Leyen, Kyriakides avec Tedros, on envoie quelques WhatsApp, et puis l'affaire est dans le sac. Il y a 500 millions de citoyens qui sont embarqués. Donc, il y a des États qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Je pense aussi aux achats de vaccins, puisque la Commission avait Ursula avait quand même commandé environ 10 vaccins par citoyen européen. Il y a des pays qui n'avaient plus tellement envie de les payer, notamment la Pologne, la Roumanie. Et donc voilà. Donc là, il y a quand même certains pays qui ne sont pas ravis, je pense, de l'affaire, mais ça pose toutes ces questions juridiques et qui ne sont pas non plus à la fin de la proposition du traité. Il y a toute une discussion là-dessus, à savoir si les États membres sont représentés par des superstructures, on va dire, comme par exemple l'Union européenne ou d'autres, enfin, ils ne peuvent pas être représentés des deux façons à la fois. Donc, soit ils le sont en tant qu'État, soit ils le sont et dans ce cas-là, évidemment, par la structure supranationale. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, évidemment, pour la répartition des compétences. Cela dit, les États membres européens rappellent toujours que la compétence santé est une compétence nationale, mais dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 168, il y a toute la partie sur les menaces transfrontalières. Et donc, il est à craindre qu'en fait le pass sanitaire, ça leur passe au-dessus de leurs compétences nationales. Ça va être des grosses discussions, peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Enfin voilà, on en est là en tout cas. Ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment un exemple de ce que je pense ils veulent expliquer par cette
il démontre avec cette entre guillemets gouvernance agile, eh bien le bureau de l'OMS a pris les devants. Donc ils n'ont pas attendu qu'on se mette d'accord, il a pris les devants. Il a signé un contrat avec T-Systems, qui est une filiale de Deutsche Telekom, au mois de février, et qui a dit oui, pas de problème, on a déjà développé les certificats de vaccination, le système européen, on a développé le système tracking et tracing, et on peut très bien faire un accord ensemble, et comme ça on va faire le truc au niveau mondial. Et donc l'OMS est venu en disant, vous savez quoi, on a déjà signé les contrats, on arrive avec l'outil, on vous le met à disposition, on est quand même super, il n'y a plus qu'à dire merci, voter, et donner vos sous, et voilà, on peut mettre en application. C'est ça la gouvernance agile. Donc, qu'on signe ou qu'on signe pas les traités, ils avancent déjà avec leur truc, en dehors de toute légalité, quelque part. Donc voilà, il y a des accords qui ont été pris avec la Banque mondiale, qui a pour le moment financé, promis 10 milliards, mais je pense que ça va augmenter. On sait que maintenant, ils veulent aller à 35 milliards environ. Où est-ce qu'on en est? Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé, on va dire, au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé au mois de mai. On a déjà parlé du règlement sanitaire international, qui est l'autre instrument pour lesquels on connaîtra les amendements qu'en janvier. Maintenant, j'en arrive. Bon, il faut un peu de temps, mais quand même. J'en arrive au traité ou au WOCA+, je vais l'appeler CA+, pour plus de facilité. OMS CA+, voilà. Au texte actuel. Donc au 2 juin, publié par, ça s'appelle le texte du bureau maintenant. Donc avant on avait un texte qu'on appelait le zéro draft. Le zéro draft, il est à la poubelle, et aujourd'hui ça s'appelle le texte du bureau, qui est en ligne, donc je vous ai mis le lien, et qui a été publié le 2 juin 2023. Donc le texte devrait être, si tout va bien pour eux, adopté l'année prochaine. Sur base légale de l'article 19 de la Constitution de l'OMS, là il y a peut-être beaucoup de choses à aller voir aussi, si on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc là, il est important, donc voilà le texte que vous pouvez voir vous-même en ligne. Moi je pense qu'il est vraiment important d'aller le lire, c'est un peu rébarbatif, mais c'est pour ça que je vous ai extrait quelques articles à regarder plus que d'autres, et d'aller en parler le plus possible. Parce que c'est quand même, bon voilà, là on comprend mieux les intentions en tout cas. Donc, dans le premier article, ils définissent les expressions employées. Je ne vous donne pas les définitions, mais je vous dis de quel terme il s'agit, parce que ça, on dit tout de suite sur les notions clés de l'instrument. Les séquences génomiques, la pandémie, notons bien qu'en fait, la définition de pandémie est manifestement en pleine discussion. Tant mieux. L'infodémie. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est l'infodémie. Donc ça, c'est tout le volet sur les fake news, la censure. Les principes, une seule santé, One Health, santé globale. Les produits liés aux pandémies, donc c'est tout le fric qu'on peut se faire avec des produits liés aux pandémies, les masques, les vaccins, les tests, le remdesivir, tout ça. Les personnes en situation de vulnérabilité, ça ce sont les groupes qu'on va cibler en priorité. Par exemple les personnes âgées, les personnes malades, etc. Donc il va y avoir il y a clairement un objectif d'identifier, de hiérarchiser la population en fonction de son état de santé ou de son état, on va dire professionnel, ou la catégorie socio-professionnelle ou économique, voire même évidemment avec le testing en disant les infectés, les non-infectés, etc. Par exemple, un des projets qui a été mené aux États-Unis et qui l'est dans d'autres pays, en particulier au Pakistan, c'est le fait de tester systématiquement partout les eaux usées. Et alors, donc, aux États-Unis, ils ont fait ça pendant la pandémie. Et donc, il y avait des États où on testait, par exemple, les eaux usées des campus d'étudiants, de certaines collectivités, etc. Et puis alors, on disait, on a trouvé du Covid, ailleurs, on a trouvé polio, je sais pas, quelque chose. Et donc là, tout de suite, hop, en quarantaine, test, machin. On peut prendre donc c'est facile parce que ça permet vraiment de cibler n'importe quelle population, n'importe quand. Voilà, et le concept de couverture universelle.
Donc ça, ce sont, on va dire, les notions clés du CA+. L'objectif et le champ d'application, très important. En vert, c'est l'intitulé officiel de l'article, et en rouge, vous avez deviné, c'est mon commentaire. Ce n'est que mon interprétation personnelle, bien entendu, totalement subjective, n'est-ce pas ? Mais bon, voilà, ça peut-être vous donnera envie d'aller lire le texte. Donc là, c'est très clair, il s'agit de renforcer de manière volontariste les capacités mondiales de prévention, etc., riposte, et le CA+ de l'OMS vise à remédier de façon exhaustive toutes les lacunes qu'on peut avoir dans tous les domaines concernant l'éventuelle réponse à un éventuel danger, un éventuel moment. La concrétisation de la couverture universelle, à l'appui de cet objectif, c'est très important, le CA+ de l'OMS s'applique à tout moment, y compris en période de pandémie et entre deux pandémies. Tout le temps, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste parce que quand on va vous le vendre dans les médias, dans les traités, dans les assemblées politiques, on va dire oh oui, mais si jamais on faisait le traité en cas de pandémie, mais en fait c'est pas le traité en cas de pandémie, c'est juste le traité d'abandon de pouvoir à l'OMS, c'est tout, hein. C'est fini là. Donc, article 3, les principes généraux et les approches. Je sors simplement quelques points. Hein. Donc, là, c'est l'article où on fait semblant d'avoir tenu compte des remarques. Donc, ça, voilà, c'est celui qui fait plaisir, on parle des droits humains. Mais des droits humains, on ne les cite pas, et puis on cite surtout les droits humains, virgule, y compris le droit à la santé. Et donc, le droit à la santé, c'est recevoir et avoir accès aux soins, etc. Donc, vous entendez obligation vaccinale. Enfin, moi, c'est ce que j'entends, pardon. Pas vous. Le respect des souverainetés, c'est intéressant la manière dont c'est formulé, mais donc les États vont devoir transposer, on reconnaît qu'ils sont souverains, genre c'est un peu problématique, on est d'accord, mais ils vont devoir s'engager donc à transposer le CA+, dans les législations nationales. Donc oui, vous êtes souverain, mais vous vous engagez à légiférer comme on l'a demandé. Okay, le principe d'équité, donc ça veut dire que tout le monde va devoir payer tout le temps pour ce programme, même si à la limite vous n'êtes pas concerné. Il faudra payer pour l'Afrique, il faudra payer pour quelqu'un d'autre. Ouais, il faudra faire des fonds pour le CA+, pour l'OMS, pour toute l'infrastructure. Voilà, donc ça c'est évidemment sous couvert d'assistance aux pays en voie de développement. La responsabilité, donc ça ce sont les obligations, ça veut dire que, et dans énormément d'articles on le lit, les États sont tenus de renforcer, maintenir les capacités de leur système de santé, etc. Voilà, donc en mettant en œuvre des mesures d'ordre législatif, exécutif, administratif, et vont en plus devoir faire des rapports. Ils ont été des bons élèves, qui vont être évalués. L'article 5. Alors, ce que je vous dis, pour la plupart des articles, il y a plusieurs versions, hein, option 1, option B, donc c'est vraiment un texte de travail, c'est pas un texte définitif. Vous ne pouvez pas dire c'est comme ça, moi je vous le fais, je schématise, je catégorise, ça va peut-être changer, mais bon, on fait avec ce qu'on a, ça nous donne une idée de ce qu'ils veulent faire quand même. Mais en tout cas, ici, il y a, alors de temps en temps, il parle de l'alliance quadripartite, donc ça veut dire, c'est l'alliance avec le Food and Agriculture Organization, donc l'organisation d'agriculture et de l'alimentation, je pense, je ne sais plus comment on dit en français. Donc c'est le monde animal, l'écologie, l'OMS, j'en ai dû en rater un, mais je ne sais plus. Mais bon, voilà. En tout cas, l'idée de ce principe, l'article 5, c'est le principe une seule santé, c'est donc d'intégrer tous les programmes tout le temps au niveau homme, animal, environnement. Collecte des data, homme, animal, environnement. Analyse, laboratoire, surveillance, homme, animal, environnement. Contrôle, homme, animal, environnement. Donc voilà, y compris, mais sans illimité, le changement climatique, le changement d'affectation des terres. Ouais. La notion de propriété, là, ce sera peut-être intéressant de voir ce qui se passe.
le commerce des espèces sauvages, la désertification et la résistance aux microbiens. Donc la résistance aux antimicrobiens, donc résistance aux antibiotiques, je le vois là maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être des médecins qui vont le confirmer dans la salle, de plus en plus on limite l'usage des antibiotiques, on limite, on déconseille, on restreint, il n'y en a plus, on n'en trouve plus, il y a des pénuries, etc. On a bien compris que pour résister, il va falloir prévenir et se faire vacciner, hein, et tester. Donc voilà, les systèmes de surveillance multisectoriels pour évaluer l'émergence d'agents pathogènes et de variants ayant un potentiel pandémique. Ça va faire beaucoup de travail. Alors, donc, mais heureusement, tout le monde s'engage à développer un réseau international de laboratoires. On va croiser toutes ces données avec l'intelligence artificielle et un petit plus, aussi procéder à des analyses comportementales, voir comment les gens se comportent, comment les animaux se comportent, prendre les mesures appropriées, évidemment. Et bien sûr, un volet sur la promotion, l'éducation, la formation permanente, la législation, une seule santé, une seule santé, une seule santé. Vous avez entendu Build Back Better, maintenant ce sera une seule santé. Les articles 6 à 12 parlent surtout de la mise en œuvre, donc les réseaux de surveillance et les laboratoires, des formations de personnel soignant spécialement affectés aux urgences sanitaires, c'est les teams de réponse, détection, réponse, etc. à la pandémie. Souvenez-vous, j'en ai parlé en février. C'est un peu, Bill Gates avait développé toute une idée, notamment avec son extraordinaire bouquin, dont on pourrait trouver un commentaire très savoureux si vous lisez parfois, si vous écoutez parfois les rapports de James Corbett. C'est très drôle. Mais donc avec les équipes GERM, c'est-à-dire 4000 personnes qu'il était prêt à financer même de ses propres deniers, et qui vont faire tout le boulot de A à Z, c'est-à-dire détecter les pandémies. Dans chaque pays, il y aura des unités locales formées à ça, qui vont à ce moment-là se connecter à des représentants. Donc l'OMS veut aussi construire une infrastructure de manière à avoir dans chaque pays une antenne, on va dire, voilà, de l'OMS, mais il y en a déjà, mais cette fois-ci qui sera spécifiquement dédiée à la prévention, etc., des urgences sanitaires. Et donc de pouvoir avoir tout on va dire, une armée qui va pouvoir dépister, lancer l'alerte, prendre les mesures immédiates, fabriquer les vaccins, etc. Enfin, de A à Z, tout le processus, toute la chaîne. Donc il y a tout un volet aussi assez développé sur la propriété intellectuelle des produits. Alors là, ça va être amusant parce que je pense que ça va être un des points de discussion. Qui a les brevets, qui n'a pas les brevets, sur les tests, les pathogènes, voilà, ça va être intéressant. Et bien sûr, le volet consécutif qui est le partage des avantages, qui va se partager le gâteau de tout ça. Je vous fais cadeau du détail de ces articles. Donc voilà, ça c'était une petite image pour vous soulager du texte. Qui renvoie au concept de santé globale sur le Forum économique mondial. Je vous recommande vraiment d'y aller, sur le Forum économique mondial. Vous avez comme ça des tas d'écrans, et alors vous pouvez chaque fois aller cliquer, et chaque fois ça ouvre, et on voit toutes les interconnexions entre tous les domaines de la vie sociale. Donc, et la Global Health, la gouvernance mondiale de la santé, le pôle collecte de données, la préparation de pandémie, etc. Mais après, on voit je veux dire, voilà, il va y avoir lié à ça les droits humains, l'urbanisation, la gestion des océans, de l'eau, des forêts, enfin, tout peut être englobé là-dedans. Vous savez qu'on vaccine les poissons et même les arbres, donc il y a beaucoup de travail. Oui, j'ai oublié de dire un truc, mais je me souviens. Non, tant pis. Donc, articles 13 à 15, là c'est très intéressant, on revient au rôle centralisateur, organisateur, directeur de l'OMS. Donc là c'est marrant parce que c'est les textes où on voit qu'il y a plusieurs options d'articles.
manifestement, il y a des pays qui ne sont pas enchantés de voir tous les pouvoirs concentrés dans la personne de Tedros. Donc voilà, il y a diverses versions. Mais c'est clair qu'à travers ces textes, on comprend vraiment bien la volonté manifeste de l'OMS de tout gérer. C'est-à-dire, par exemple, le développement, la production, l'approvisionnement, la logistique, la distribution, la livraison des vaccins, la réglementation, l'approbation, la mise sur le marché rapide. Vous savez qu'en fait, nous, pour la mise sur le marché en Europe des produits de santé, on a l'Agence européenne des médicaments, aux États-Unis, ils ont la FDA, mais dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, les vaccins sont préapprouvés par l'OMS. Donc l'idée, c'est que, comme chez nous c'est beaucoup trop long, c'est que l'OMS puisse avoir son propre réseau de laboratoires qui va tout gérer et qui va dire « Ok, c'est super, voilà, c'est déjà approuvé, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer voilà, à faire des tests au niveau national. » Et donc les pays sont tenus d'adapter leur législation nationale en ce sens. Et ils sont tenus aussi de s'engager à promouvoir le leadership des occasions internationales. Je me dis que c'est... On y va franco, là. Donc, on souligne le rôle du directeur de l'OMS dans la déclaration et la gestion des pandémies. C'est un peu controversé encore. Mais bon, voilà. C'est dedans, en tout cas. Article 16, très intéressant, les démarches faisant intervenir... Alors, au départ, dans la version anglaise, le premier draft de ce document, ça s'appelait l'approche pan-gouvernementale. J'aime bien quand il y a des nouveaux termes. Et puis, ils ont changé l'intitulé, c'est les démarches faisant intervenir l'ensemble des pouvoirs publics et de la société au niveau national. Donc, en gros, c'est les fameux partenariats public-privé, puis les partenariats avec d'autres organisations onusiennes, d'autres organisations internationales, et les ONG, etc. Donc, ça implique, on demande aux gens d'impliquer toute la société civile, et il est entendu que la santé globale va amener les États à prendre des interventions qui vont affecter la croissance économique, l'environnement, l'emploi, le commerce, les transports, l'égalité des sexes, l'éducation, le logement, l'aide sociale, tout peut entrer là-dedans. Et il y a aussi un objectif toujours qui est répété régulièrement dans différents articles, d'identification de différents groupes. Voilà, des groupes vulnérables ici, des priorités, l'établissement de priorités, de groupes entre guillemets à privilégier, à vacciner en premier, etc. Sur lesquels il y aura des actions cibles. Très important, on arrive au bout, c'est le bout. Très important, l'article 18, communication et sensibilisation du public, que voilà, j'ai appelé propagande des censures. Donc, c'est-à-dire un engagement très ferme de surveiller, traquer et combattre les infodémies. Donc voilà, combattre l'infodémie, lutte contre les informations fausses ou trompeuses ou la désinformation, y compris en favorisant la coopération internationale. Donc voilà, vous savez, le petit... Selon l'OMS, c'est comme ci, comme ça, et voilà. Bon, si jamais vous avez été censuré, par exemple, sur Facebook ou autre, ben vous recevez un petit avis, oui, mais on respecte les directives de l'OMS, voilà. Vous faites de la désinformation. Mais il y a plus, ça va aller plus loin que ça, donc c'est vraiment aussi faire une veille active des réseaux sociaux, analyser les contenus, les consultations périodiques, travailler de concert avec les organisations. Et vous savez que pour le moment, Thierry Breton, au niveau de l'Union européenne, donc invite l'Union européenne en fait à travailler en partenariat entre guillemets avec les principaux réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a une quarantaine. C'est ceux qui ont plus de, je sais, un certain nombre d'abonnés, peut-être 100 millions. Et donc pour mettre en place un contrôle de l'information, une censure, voilà, propagande censure. Voilà. Article 19, last but not least, le financement. Donc il y aura évidemment un objectif, chaque État sera tenu de trouver ses propres fonds
pour financer la mise en place du CA+, au niveau national, des taxes et autres, des financements, des emprunts. Il sera aussi tenu de contribuer à un fonds direct de l'OMS, donc le fonds WHO CA+, y compris en plus d'y rajouter aussi, si possible, des contributions volontaires. Big Pharma et les fabricants sont censés faire leur part aussi. Et alors, il y a une option assez sympa, c'est la conversion de la dette. Quand même, il faut lire les textes, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, c'est la mise en place de programmes qui vont transformer le remboursement de la dette en investissement de santé en faveur de la prévention, de la préparation, etc., de la riposte à la pandémie. Donc c'est comme ça qu'on va voir l'Afrique, les pays en voie de développement et probablement les nôtres qui ne sont pas beaucoup mieux lotis en ce moment. Donc moi je ne dis pas que ça va être adopté, hein, c'est ce qu'il y a dans les textes en ce moment, c'est une option. Voilà, je vous ai mis un petit graphique qui explique un peu comment fonctionnent en fait les partenariats publics-privés. Ça, je suis sûre que Jean sera content d'en reparler après. Mais bon, en fait, toutes ces politiques, on sait bien qu'elles sont menées par les financiers et qui contrôlent les banques centrales, puisque les banques centrales, vous savez que la Federal Reserve américaine, en fait, elle appartient à des banques privées. Voilà, le système va être géré par la Banque des règlements internationaux, Bank of International Settlements, qui est à Bâle, et puis avec la Banque centrale européenne pour nous. Et donc tout ça, ça va être contrôlé grâce au passeport numérique et à l'argent, enfin le système de contrôle, puisque ce n'est pas vraiment une monnaie numérique, mais plus un système de contrôle par l'argent. Là, je pense qu'on peut en donner plus d'exemples par après, avec tous ces, donc le WEF, c'est le Forum économique mondial, le Council of Foreign Relations, c'est tous ces clubs, ces think tanks, et puis ces financiers, les Rockefeller, Bill Gates, etc., Soros, qui sont toujours là à financer toutes ces politiques. Donc eux, en fait, ce sont ceux qui font vraiment, on va dire, c'est d'eux que partent les initiatives. Ensuite, il y a les policy distributors, ceux qui les élaborent et qui les distribuent, hein, donc l'OMS, le Fonds monétaire international, les ONG, etc. Les divers organismes onusiens. Et puis, évidemment, après, il y a l'échelon en dessous, c'est celui des gouvernements nationaux. Puis il y a tous ceux qui font la propagande, hein, les médias, les services civils, etc. Bon. Et puis il y a nous tout en dessous. Donc, ce qui est important de dire, c'est que, pour rebondir là-dessus, donc qu'est-ce qu'on entend par les partenariats publics-privés? Si on pense au règlement sanitaire international qui a été élaboré, je pense que la dernière version date de 2005, mais peut-être qu'il y avait une première version en 1969. À vérifier, je vous avoue que je n'ai pas creusé cet aspect-là. Mais en tout cas, là, c'était un instrument pris entre des États et l'OMS. Mais des États entre eux. Ici, on est dans ce truc qui glisse déjà tout à fait vers le privé. Donc, il y a des parties prenantes qui sont invitées à l'élaboration du traité, qui seront invitées à financer, qui seront invitées à mettre en œuvre, etc. On arrive dans une sorte de flou organisationnel, décisionnel, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des lobbies avant, mais en tout cas, ils n'apparaissaient pas comme des acteurs officiels. Donc il y a évidemment toutes les autres organisations onusiennes, et je pense par exemple pour le pass sanitaire, il y a l'organisme international de l'aviation civile. Donc par exemple, ils peuvent très bien dire que même si certains pays, on va dire, ne sont pas motivés pour imposer un pass vaccinal à l'entrée de leurs frontières, ils peuvent très bien s'organiser avec les organisations de l'aviation et les compagnies et dire voilà, de toute façon, si vous voulez y aller en avion, vous n'aurez pas le choix. Bon, on peut toujours y aller à pied, mais ça limite. Il y a le secteur pharmaceutique qui participe, Rockefeller, Soros, tous les grands philanthropes
Clinton, Aga Khan, les meilleurs. Le Vatican est toujours dans les premiers cités, et ainsi que l'ordre de Malte. Tiens, je regarde, j'ai vu qu'en entrant ici, nous sommes dans l'antre de l'ordre de Malte, j'espère qu'on sortirait vivant. Les universités, les banques, etc. Donc voilà, ça, ce sont les... En fait, c'est pas compliqué. Les seules personnes qui ne sont pas consultées, ce sont les populations et les parlements. Voilà. Faisons ça un peu. Je schématise un peu, mais bon, il faut qu'on puisse comprendre parce que ils utilisent un vocabulaire tellement fourre-tout qu'en fait, il faut aller voir dans le concret pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le concret, dans les propositions. Sinon, c'est creux, quoi. C'est des notions qui sont creuses. Donc voilà, ce nouvel ordre mondial va effectivement, à mon avis, passer de toute façon par une forme de technocratie et de gouvernance agile. Maintenant, il est clair que ça peut être plus soft. On préfère quand même, entre guillemets, une dictature soft à une dictature plus formelle et plus rigoureuse. Mais je prends un exemple. Là, par exemple, la Fondation Rockefeller et l'OMS annoncent un partenariat pour préparer tous les problèmes de réponse à la pandémie à l'ère des changements climatiques, avec 5 millions à la clé, 5 millions de dollars. C'est juste un exemple, mais pour qu'on comprenne bien. Donc voilà, n'oublions pas que je pense qu'une des premières choses, ici c'est la dernière, mais une des premières choses à rappeler, d'ailleurs Frey Leven l'avait tout de suite mis dans l'introduction de la journée, dans l'invitation, c'est le fait qu'en réalité, l'OMS, pour moi, il appartient. Je serais curieuse de voir combien, parce qu'il y a plus que Bill Gates, donc l'OMS est dirigée notamment par les Américains et Bill Gates. Je pense que ce qu'on peut appeler l'État profond est particulièrement américain. Et on le voit avec des nominations comme Clinton ou Kerry. Je veux dire, ça ne ment pas, quoi. Donc est très influencé par l'État profond américain, tout cet agenda, on va dire, des néo-conservateurs, qui est en ce moment à la manœuvre. L'Allemagne, rôle très important. La fondation Bill et Melinda Gates, je pense que si on rajoute, je ne sais pas si là-dedans on a compris aussi les contributions qu'ils font à travers l'Alliance Gavi et des programmes spécifiques, etc. Mais c'est possible que ce soit encore plus que ça. Ah bon, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, il n'y a plus que 15%, on va dire, des financements de l'OMS qui proviennent véritablement de la contribution des pays et qui ne soient pas non plus des contributions, on va dire, désignées à des projets spécifiques. Donc je pense que ça c'est dans chaque argumentation et peut-être aussi au niveau juridique. Je posais tout à l'heure la question à Maître Radou-Douta, mais pourquoi pas éventuellement attaquer aussi au niveau des lois antitrust, parce qu'en fait ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est une mafia internationale qui s'est emparée des organisations, des agences de l'ONU, des organisations internationales, et que je veux dire, c'est facile. Quand on voit Bill Gates qui à la fois est là en bonne place pour recommander tous les vaccins qu'il veut, et puis qui vous dit qu'il gère aussi, j'ai oublié de mentionner CEPI, qui est l'organisme de financement, et COVAX, des vaccins pandémiques, et qui dit que voilà, pour chaque dollar investi, ça lui en rapporte 20. Enfin, je veux dire, rien que ça. Juste ça. Ça devrait pouvoir le mettre dehors, non? Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller, dénoncer? On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelques mots-clés que je vous ai mis là qui sont à suivre. Ce qu'on appelle le Smart Health, la santé digitale. La Chine a parlé de sa réussite avec les cités 15 minutes et tout ça. Donc voilà, la Chine a dit qu'elle soutenait tout à fait la direction, l'OMS en tant qu'autorité directrice. Voilà, donc vive la Chine, vive la Corée.
Global Mental Health, donc il va y avoir un gros focus aussi sur la santé mentale, ça va être le même truc, tester, tester et puis donner des médicaments évidemment. The Big Catch-up, donc le grand programme de rattrapage de la vaccination. Apparemment, il y aurait 500 vaccins en développement avec les nouvelles technologies, puisqu'un des objectifs, c'est de remplacer tout le stock vaccinal connu avec une nouvelle formulation ARN. Pas seulement sur les êtres humains, mais également sur les animaux. Les êtres humains, les animaux, bien sûr. Oui. Ils sont déjà occupés. Je pense qu'ils ont voté, là, c'était 100% des cochons qui devaient être vaccinés uniquement avec des vaccins ARN. Voilà. Oui, parce qu'on va en manger. Bon, bref. Donc, la santé liée au climat, la santé sexuelle, etc., les standards de l'éducation sexuelle. Là, je vous invite éventuellement, c'est vraiment un très très gros sujet aussi, mais j'ai participé à une journée avec Ariane Billerand sur les dérives totalitaires sur l'enfance, et en Belgique aussi, je participe au mouvement, je vais dire, de lutte et d'information sur les dérives du guide l'éducation à la sexualité, le plan Evras, exactement. Donc il faut se méfier de l'International Family Planning qui est derrière tout ça, Planned Parenthood, International Family Planning, tout ça c'est Bill Gates. Hein. Les initiatives transhumanistes, on n'a pas le temps de les développer, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. On n'en parle pas. J'ai rien vu dans tout ce qui était, dans tout ce que j'ai pu lire au niveau soit du RSI, soit de l'OMS-CA+, j'ai rien vu à ce propos. Par contre, il faut savoir que Jeremy Farrar, qui a été nommé, qui est le bras droit en dessous de Tedros, hein, qui a été nommé cette année, vient du Wellcome Trust, et c'est un transhumaniste convaincu. Et derrière lui, il y a le Wellcome Trust aussi. Hein, donc c'est des instituts qui sont liés à l'Institut Galton, Oxford, etc., où, entre guillemets, l'eugénisme, on a enlevé le mot « e », on a gardé les gènes, maintenant ce sont les instituts qui font la recherche sur la génétique. Mais donc, c'est clair qu'ils travaillent là-dessus. Bill Gates aussi, vous le savez. Toute l'opération Warp Speed, où on a fait les vaccins contre le coronavirus, c'est une opération militaire où tous les scientifiques étaient en fait des transhumanistes. Hein. Et Neuralink, qui vient maintenant d'avoir le projet d'Elon Musk, qui vient de recevoir les autorisations pour faire des tests sur les humains, donc la connexion entre le cloud, on va dire, et le cerveau avec des implants cérébraux. ID 2020, l'identité numérique. L'Europe, à chaque fois, a un pendant européen à toutes ces politiques. Donc il y a l'agenda numérique européen, etc. Et les CBDC, j'en ai parlé au début. Voilà, donc moi je vous invite à quand même partager ces informations, prenez ce qui vous en intéresse, ne fût-ce qu'un article ou un argument, parlez-en. Je ne sais pas comment on peut faire pour sortir de l'OMS, mais en tout cas il faut freiner tout ça. Je pense qu'il faut faire, c'est dans mes intentions aussi, sortir vraiment les dossiers de fraude, de corruption, les dossiers criminels, que ce soit van der Leyen, Fauci, Tedros, Gates, Van Ranst, Farrar, enfin bon voilà, il y a du lourd aussi, il y a les liens avec il faut attaquer les seconds couteaux, les locaux, les responsables locaux. Pourquoi pas proposer des plans alternatifs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent? Imaginez les milliards et les milliards qu'on va engloutir dans ce projet. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Certainement. Par exemple, avoir de l'eau potable pour tous et l'épuration des eaux, ce serait pas mal. Et donc dénoncer là, les réseaux aussi, les connexions avec la pédocriminalité, le blanchiment d'argent, les trafics divers. Voilà. J'en finis. Pour vous dire, je vous invite, si vous parlez anglais, à consulter vraiment spécifiquement sur toutes les questions du RSI et du traité le site de James Roguski. Pour tout ce qui concerne Bill Gates et l'OMS, j'aime beaucoup le Corbett Report de James Corbett.
Il y a aussi les discussions entre Corbett et Meryl Nass sur CHD TV, donc sur childrenselfdefense.org. Il y a la newsletter, alors c'est en anglais tout ça, mais bon, c'est les... Ah, quand même, ils sont bons. Il y a la lettre de Meryl Nass, Meryl's Covid Newsletter. En tant qu'avocat, j'aime bien aussi le travail de Philippe Cruz en Suisse. Pour tout ce qui est l'état profond, je ne saurais assez vous recommander Whitney Webb, qui a un site qui s'appelle Unlimited Hangout. Elle a publié un livre en 2 parties, 900 pages. Tiens, alors là, j'ai le nom qui m'échappe. One Nation Under Blackmail, pour justement expliquer tous les liens entre tous ces réseaux. C'est monumental. Et il y a un petit travail qui est pas mal, c'est plus qu'un petit travail, il y a 160 graphiques qui expliquent tous les réseaux. Donc vous savez, ces petits graphiques, on voit les méchants, là, Rockefeller, Bill Gates, et puis tous les liens d'intérêt qu'ils ont et qui financent quoi, etc. Sur Netzwerk Analyse Corona Complex. Voilà, et je vous invite à les regarder parce que c'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur la lettre. Voilà. Merci. Pour ton exposé.